Bonjour chers frères et sœurs, salut à vous qui aimez l'histoire. Nous allons poursuivre la série de vidéos sur les relations entre l'Ashanti et le littoral de la Côte de l'Or, le littoral Fanti. Alors, j'ai eu à voir une vidéo qui m'a fait rire, où il y a des petits malins, des ridicules, qui s'amusent à dire que oui, les pyramides ont été conçues par des extraterrestres. Mais il est prouvé que dans la partie nubienne, qui correspond au Soudan actuel, mais il y a plus de pyramides que dans la partie dite égyptienne. Hein? Donc, bon, les extraterrestres qui ont fait tout ça là, ils sont où? Et puis pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais eu l'idée d'en faire en Europe? Vraiment, c'est vraiment ridicule. Bon, bref, ce n'est pas ça l'objet de ma vidéo. Hein? Des extraterrestres qui sont venus pour bâtir des pyramides. Mais pourquoi ils ne se sont pas représentés dans les pyramides? Alors que les fresques qui sont dans les pyramides là, les Égyptiens eux-mêmes se sont représentés. Bon, pourquoi aucun roi ou aucun dirigeant extraterrestre n'est enterré, n'est inhumé dans les pyramides? Parce qu'on sait que la pyramide, c'était simplement la tombe du pharaon. Bon, bref. Alors, donc, nous allons poursuivre cette série de vidéos donc, sur les relations entre l'Ashanti et le littoral. Alors, la suite de la première vidéo, il faut dire qu'il y a un roi d'Anchira qui sera à la base du renouveau du Danchira. Vous pouvez regarder mes vidéos sur le royaume d'Anchira. On l'appelle Kwadjo Etibou. Alors, à cette époque, il commandait des troupes auxiliaires d'Anchira pour le compte de l'Ashanti. Alors, les Ashanti feront un bref retrait à cause justement de l'épidémie de variole. Mais ils étaient satisfaits d'avoir pu mettre la main sur ce chef Hassen appelé Tibou, à ne pas confondre avec Kwadjo Otibou. Alors, bien que l'état de guerre a persisté jusqu'en 1816, on ne peut pas affirmer que l'Ashanti dominait à cette époque le littoral Fanti. Les deux missions britanniques, l'une en 1817 et l'autre en 1824, ont été menées par les Britanniques en dehors de toute opinion des chefs du littoral Fanti, qui n'avaient pas donné leur accord pour ces missions-là. De sorte que ces missions n'engageront nullement les chefs Fanti suite aux événements qui vont suivre. Et nous allons le montrer. Il n'y a nullement eu à cette époque une domination Ashanti sur le littoral Fanti entre 1807 et 1816. En effet, la plus grande expression de l'allégeance au roi des Ashanti, c'est le serment qui est fait au siège d'or et à la Santéhine, c'est-à-dire et au roi des Ashanti. Ça, c'est le premier élément. Quand tu es soumis aux Ashanti, tu fais serment de te soumettre au siège d'or des Ashanti, le Sikadua Kofi. Tu fais serment de te soumettre au roi des Ashanti, la Santéhine. Troisième chose, tu t'engages à verser un tribut annuel, notamment pendant la célébration de la fête qui marque l'année nouvelle qu'on appelle Odjura et qui est appelée de façon ordinaire fête des Ignames. Et aussi, le fait de fournir des troupes auxiliaires en cas de guerre sur ordre de la Santéhine. Donc, quand la Santéhine te sollicite pour fournir des troupes auxiliaires, tu le fais. Donc, voilà un peu les éléments qui montrent que quand une chefferie est soumise à cela, alors cela prouve qu'elle est vraiment sous la haute domination de la Confédération Ashanti. Or, il n'y a rien eu de tout cela concernant le littoral Fanti. Donc, on ne peut pas dire que le littoral Fanti était soumis à la Confédération Ashanti. Ouais, donc ça, c'est très important parce que il y a des historiens avant moi qui ont fait cette erreur-là.
L'attaque Ashanti de 1807 a certes été une expédition militaire réussie, mais n'a pas abouti en fait à la conquête réelle du pays Fanti. Les Ashanti se sont réjouis du fait que celui qui avait commis le crime de lèse-majesté, le chef Hassan Tsibou, leur a été livré. Voilà, c'est tout. Alors, dès le retrait des troupes Ashanti, ceux de Komenda, c'est-à-dire les Fanti de Komenda, notamment à Katachi, attaquent les Fanti d'Edena, c'est-à-dire les Fanti d'Elmina. Beaucoup de chefferies Fanti n'étaient pas contentes de la chefferie d'Elmina, Edena, parce qu'ils estimaient qu'ils étaient alliés des Ashanti et qu'ils avaient soutenu les Ashanti pendant cette expédition de 1807, pendant l'attaque Ashanti de 1807. Et ceux d'Akatachi ou Komenda seront aidés dans cette action par les Fanti d'Ogwa, c'est-à-dire Cape Coast, et d'autres Fanti même, y compris même les Wassa. En réalité, les populations d'Elmina ou Edna n'avaient fait que fournir des provisions et de l'eau potable aux guerriers Ashanti. Et ensuite, on verra un marchand d'Accra appelé Sake être accusé d'avoir molesté des Fanti et utiliser à son propre compte de la poudre d'or que les marchands Fanti lui ont confiée. Les troupes Fanti et Wassa soumettront alors Edena ou Elmina à un blocus qui va durer 6 mois, puis elle se retire en 1810. Voilà. Nos ancêtres là, ils savaient ce que c'est que le blocus. Mais on constate que Elmina va résister à ce blocus qui va durer pratiquement 6 mois. Et par rapport à ce saké là, ce marchand d'Accra, eh bien, ce dont il était accusé par les Fanti, eh bien, les Fanti vont également attaquer Accra. Les Fanti vont également attaquer Accra. Alors, en 1811, un détachement de l'armée Ashanti, sous le commandement du chef guerrier appelé Apia Dankwa, est envoyé sur le littoral pour soutenir Elmina et Accra. Voilà. Alors là, on voit que la guerre est en train de s'internationaliser. Les Ashanti viennent pour soutenir les alliés d'Elmina et puis d'Accra. Une partie de ce détachement était dirigée par un autre chef guerrier qu'on appelle Opoku Frefre. Opoku Frefre. Alors, une rude bataille va se produire à Apam, entre Fanti et Ashanti. L'armée Ashanti, qui se rend à Accra pour mettre fin là-bas aux attaques des Fanti, croise les hommes du roi Kwao Safoatui de l'Aquapem, qui lui font obstacle. Alors, vous pouvez regarder aussi ma vidéo sur le royaume Aquapem, qui est un royaume en fait qui est né après la destruction du royaume Aquamu. Voilà. Donc, vous pouvez regarder aussi cette vidéo-là. De petites unités Ashanti isolées sont massacrées discrètement par les Aquapem. Parce qu'il faut dire que les Aquapem étaient des alliés des Achem, notamment de l'Achem Abwakwa, qui est un royaume qui a pendant longtemps résisté à la domination Ashanti, mais qui a subi une dure domination Ashanti. Le roi de l'Aquapem a reçu des instructions de la part du roi d'Achem Abwakwa, c'est ce que je disais, notamment alors qui s'appelait Ataoussou Yakonsan, pour remettre en cause son allégeance au roi des Ashanti. Une puissante armée Ashanti, forte de 25 000 hommes, envahit l'Aquapem, obligeant Kwao Safoatui à se réfugier dans les hauts plateaux du Krobu. Parce qu'effectivement, dans le Krobu, il y a des hauts plateaux. Et n'oubliez pas que ces mêmes Krobu-là sont venus en Côte d'Ivoire suite à l'expansion
de l'Akwamou. Ces mêmes Krobou-là sont à Ores-Krobou, en Côte d'Ivoire. C'est cela. Quand on fait l'histoire, il faut avoir une vue holistique, une vue globale. C'est très important. Je le dis ici pour nos étudiants qui étudient l'histoire africaine. Bon, c'est valable aussi pour les autres disciplines historiques. Hein. Mais ici, c'est l'histoire africaine qui m'intéresse d'abord. Alors, les troupes Achim vont infliger de lourdes pertes aux troupes Ashanti que dirigeait le chef guerrier Apia Dankwa. Après ce bref succès de ces hommes, le roi Ata Ousu, c'est-à-dire le roi de la Tchim Abouaka, Ata Ousu Yakonsan, meurt de variole dans son camp de Kwayanko. D'ailleurs, cet événement va servir de jurement dans le royaume Achim Abouakwa, parce qu'ils vont fortement regretter le décès de ce roi de la Tchim Abouaka, qui était vraiment un grand résistant face à la domination Ashanti. Alors, la jonction des troupes Achim, Akwapem et Fanti n'empêche pas des réveils militaires devant les Ashanti qui les pourchassent. Ah oui, les Ashanti étaient vraiment des guerriers vaillants. Mais il faut dire qu'ils avaient aussi, ils utilisaient beaucoup de troupes auxiliaires des royaumes tributaires. C'est ça les faits. Alors, des affrontements très âpres ont lieu à Adumako et à Agona. Les Ashanti incendient Wineba. À Wineba, ce sont des Efutu qui sont là-bas. Et Sanya Brekou. Apia Dankwa décède en Asante et Apia Yayo prend la tête de ses troupes. Alors vous voyez, le nom Yayo, c'est un nom qu'on trouve surtout en pays Abé. Surtout en pays Abé. Voilà. Et vous voyez la localité de Sanya Brekou. Mais vous savez très bien que les Abés d'Agboville, les Abés lagunais d'Agboville, ils appellent les voisins Krobou, d'Ores Krobou, ils les appellent Otu Brekou. Vous voyez le nom Brekou. C'est très important. L'onomastique aussi important dans l'histoire. De même que la linguistique éclaire l'histoire, l'onomastique éclaire l'histoire. Les noms éclairent l'histoire. C'est très important. Alors, des affrontements se produisent aussi à Aboura, toujours en pays Fanti. Et de nombreux Fanti vont alors venir se réfugier à Cape Coast Castle, c'est-à-dire aux abords du fort des Anglais qui est à Cape Coast, c'est-à-dire la localité de Ogwa. Des messagers envoyés par le roi Ashanti informent les Anglais que le seul but des troupes de Kumasi est de se saisir des rois Kwadjo Kuma d'Achem, Kotoku, Kwao Safwache de la Kwapem et Kofi Asante d'Achem Abouakwa, qui est le successeur du vaillant Ata Ousu Yankonsa. Bref, que demandent les Ashanti? Qu'on leur livre le roi d'Achem Kotoku, le roi de la Kwapem et le roi d'Achem Abouakwa. C'est cela. Les messagers notamment accusent les chefs Fanti, notamment Kwao Adjiri, Opentri et Amissa, de s'en prendre aux résidents Ashanti qui sont sur le littoral. Alors pendant cette période de tension, les Fanti éprouvaient de la rancœur vis-à-vis des Ashanti et de la Santéhine lui-même, qui faisaient l'objet d'insultes. Or, vous savez que chez les Ashanti, c'est un crime de lèse-majesté très grave que d'insulter la Santéhine. Or, une telle attitude, vraiment qui est un crime de lèse-majesté, est punie par la mort. C'est la peine de mort. Conformément aux coutumes Ashanti, si tu insultes le roi des Ashanti, c'est la peine de mort. Alors, c'est dans cette atmosphère que la première mission britannique est envoyée à Kumasi en 1817. Voilà que les Anglais viennent jouer les médiateurs et enfin proposer leurs bons offices, si on peut le dire ainsi. Alors, la réaction des Fanti après l'attaque de 1807, entre autres leur expédition punitive contre Elmina et Accra, prouve qu'ils n'ont pu être soumis par l'Ashanti. Premier argument. Le traité de 1817
sera une affaire anglo-ashanti sans plus, ignorée par les Fanti, bien que cela était censé les concerner. Avec ce traité de 1817 impliquant Dwaben, comme s'il était un royaume indépendant de l'Ashanti, prouve l'ignorance anglaise à cette époque de la hiérarchie politique des Ashanti. Alors que le Dwaben n'est qu'un royaume confédéré au sein de la confédération Ashanti. Voilà, c'est très important. Alors, l'une des clauses du traité précise que les marchands Ashanti doivent bénéficier de la protection britannique sur le littoral. Si l'Ashanti avait conquis le littoral Fanti et donc en avait le contrôle depuis la campagne de 1807, comme cela est soutenu par plusieurs ouvrages, pourquoi est-ce qu'il y a une clause qui dit que les Anglais s'engagent à protéger les marchands Ashanti qui viennent sur le littoral? Oui. C'est ça les erreurs de certains ouvrages. Moi, j'ai eu à déconstruire ces erreurs-là, à montrer ces erreurs, à montrer que vraiment, ce n'est pas logique, ce n'est pas conforme aux faits historiques. Alors, ce traité est une duperie britannique, c'est ce que j'ai dit, pour protéger son commerce. D'ailleurs, les Britanniques eux-mêmes dénonceront aussi bien le traité de 1817 comme celui de 1820 en refusant de les ratifier. Voilà l'affaire là. Eux-mêmes, ils signent un traité et puis ils refusent de le ratifier. Parce qu'ils s'étaient aperçus que les Fanti n'en voulaient pas. Vous voyez. Oh, j'ai mal. Quand nous voyons que nos républiques actuelles ne sont même pas souveraines, face à ces puissances impérialistes et aux éléments qu'ils utilisent comme la Banque mondiale, le FMI, l'ONU, etc. Ouais. Nos ancêtres, là, ils avaient la conscience de la souveraineté. Ils n'ont pas voulu de ce traité britannique. Et cela n'a pas fonctionné. C'est cela. Voilà. Alors, Joseph Dupuis, le responsable de la deuxième mission et du second traité, ignorait les réalités de la Côte de l'Or. C'est depuis l'Angleterre qu'il a été chargé de cette mission. Au cours de la mission de 1817, le roi des Ashanti, Osei Bonsu Pagny, affirma que les forts du littoral lui appartenaient alors qu'il n'en avait nullement le contrôle. Il prenait la rente d'encouragement au commerce qu'il percevait sur le fort d'Elmina. C'est-à-dire que les Hollandais qui étaient à Elmina donnaient une rente au roi des Ashanti puisque il y avait de nombreux marchands Ashanti qui venaient commercer à Elmina. Donc, pour les encourager à venir acheter les produits hollandais, donc les Hollandais donnaient ce qu'on appelle la coutume au roi des Ashanti. Alors, lui, il a pensé que cela lui donnait un droit, n'est-ce pas, sur le fort Elmina. Et ce qu'il percevait, c'était 4 onces de poudre d'or. Et puis aussi, la même chose, son encouragement à envoyer des marchands à Accra. Les Danois lui donnaient 2 onces de poudre d'or. Voilà. Puisque, en fait, aussi bien le roi d'Elmina que le roi d'Accra percevaient les mêmes rentes de ces mêmes compagnies-là, tout comme le roi des Ashanti. Voilà. Donc, le roi des Ashanti ne pouvait pas arguer sur cette base-là que ces forts-là lui appartenaient. Ce n'est pas vrai. Alors, toujours le roi des Ashanti, Osei Bonsu Pagny lui-même, va parler du refus des Fanti de le servir et inviter les Anglais à ne pas les soutenir. La mission est partie de la côte le 22 avril 1817 et est arrivée le 19 mai 1817. Voilà. Donc cela a mis, disons, presque un mois. Le contenu du traité était le suivant. Il préconisait la paix et l'harmonie entre les sujets anglais et les Ashanti. L'Ashanti s'engage à assurer la sécurité des gens de Cape Coast et du littoral qui viennent en Ashanti. En cas de mauvaise conduite des natifs sous la protection anglaise, le roi Ashanti se doit de porter plainte auprès du gouverneur anglais qui est à Cape Coast Castle, voilà, qui est dans le fort anglais de Cape Coast. Le roi Ashanti accepte
qu'un résident anglais reste à Koumassi pour maintenir les bons rapports et garder contact avec le gouverneur. Ce résident sera William Hutchinson. Le roi Ashanti s'engage à encourager le commerce de ses sujets avec Cape Coast Castle et ses dépendances. Donc, s'engage à encourager le commerce avec les Britanniques, alors que les Britanniques n'étaient pas les seuls sur la côte de l'Or. Notamment, il y avait d'autres compagnies européennes, les Hollandais, etc., étaient encore sur la côte. Voilà. Le gouverneur, donc, comme j'ai dit, se doit d'assurer la protection des marchands Ashanti sur la côte. Il peut juger les petits délits commis par les résidents Ashanti sur le littoral, mais les délits plus importants seront portés à la cour du roi des Ashanti à Koumassi. 2 jeunes garçons, enfants de roi Ashanti, seront remis au gouverneur pour être éduqués en Angleterre. Voici les clauses du traité de 1817 que les Fanti vont à juste titre ignorer et les brimades contre les Ashanti qui vivent sur le littoral Fanti vont se poursuivre. Voilà. Cela veut dire que les Anglais n'ont même pas eu la capacité, disons, de faire respecter le traité. Parce que les Fanti n'en voulaient pas. Les Fanti, mal informés donc de l'issue de la guerre entre l'Ashanti et le Brondiama en 1818, redoublent les injures contre le roi des Ashanti. Osoko, un résident Ashanti, sera sévèrement molesté et perdra même l'insigne de sa fonction. Le roi Osei Bonsou Pani demande réparation, ce que refuse le gouverneur. Oussou Domé, le messager du roi Ashanti, rentre très dessus à Koumassi, après donc cette mission-là. Les Anglais de leur côté, envoient Joseph Dupuis conclure un traité avec l'Ashanti. C'est le traité de 1820 qui reconnaît une suzeraineté plus théorique que réelle du roi Ashanti sur le littoral Fanti. Vous voyez donc les manœuvres des Anglais. Les manœuvres des Anglais dans le dos des chefs Fanti. Mais ça ne fonctionne pas. Alors, le roi Osei Bonsou Pani exige réparation des insultes et brimades contre ses sujets pour un montant de 1600 onces de poudre d'or. Évidemment, les Fanti ne vont jamais accepter de payer cette amende-là. Alors, un chef nommé Adoum est chargé de faire respecter l'embargo commercial que le roi Osei Bonsou Pani a décrété contre le littoral Fanti. Voilà. Puisqu'il trouve que ces demandes ne sont pas satisfaites, bon, il demande à ce que Adoum fasse respecter justement l'embargo commercial qu'il a décidé contre le littoral Fanti. Voilà. Mais les Ashanti allaient seulement commercer à Elmina, à Edna. Mais les autres territoires Fanti, bon, ils n'y allaient pas. Par rapport à, je peux dire, à ce décret royal d'embargo du roi des Ashanti contre le littoral Fanti. Pour ce faire, un détachement des Ashanti, un détachement militaire sera placé à Manso et à Prasso. Donc, le long du fleuve Pra, voilà, qui sert un peu de frontière entre l'espace Ashanti et puis la Seine et le Fanti. Voilà. Alors, comme je l'ai dit à ce propos, regardez ma vidéo que j'ai intitulée « Les cartes de mes vidéos ». Voilà, les cartes de mes vidéos, vous verrez toutes ces régions dont je parle là. Voilà. Or, en 1821, les forts de l'African Royal Company, passent sous le contrôle de la couronne britannique. Voilà, ça passe sous le contrôle. Alors que c'était des marchands privés, mais ce sera maintenant, je peux dire, sous la tutelle, n'est-ce pas, de la couronne britannique. Et Sir McCarthy est nommé alors gouverneur de Cape Coast Castle. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, on voit petit à petit l'impérialisme anglais se mettre en place. Puisque l'African Royal Company, qui était, disons, une compagnie des marchands britanniques, donc des privés, est placée maintenant sous la tutelle de la couronne britannique. Et maintenant, c'est le roi lui-même maintenant qui nomme maintenant le gouverneur de Cape Coast Castle.
Et à cette époque-là, c'était Sir McCarthy. Alors, le traité de 1820, comme celui de 1817, ne sera pas ratifié. Osei Bonsu-Pagny était fort mécontent de ce que le gouverneur n'ait pas daigné tenir compte de son message après qu'il ait envoyé 2 émissaires de haut rang auprès de lui. Cela était à ses yeux une insulte inadmissible. Et on va voir qu'à la suite, la guerre va se poursuivre. Donc je mets fin à cette seconde vidéo-là qui concerne les rapports entre l'Ashanti et le littoral, notamment le littoral Fanti. Mais vous avez vu qu'il n'y a pas que le littoral Fanti qui est concerné, puisque nous avons parlé de la zone d'Accra. Puis nous avons parlé aussi du royaume Akwapem qui a été impliqué dans le conflit. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'enseigne au département d'histoire de cette université-là qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Continuez de vous abonner à cette chaîne-là et partagez ces vidéos-là. Vous voyez que l'histoire de nos ancêtres est très riche. Nos ancêtres avaient une très grande dignité de leur personne à cette époque. Aucun complexe vis-à-vis du caucasien, de l'homme blanc. Aucun complexe. Vous l'avez vu. Vous avez vu comment est-ce que les chefs Fanti ont refusé les traités signés par les Britanniques contre leur désir. Et voilà, ils ont agi comme des chefs souverains, dignes. Et c'est ce que nous demandons à nos chefs d'État. Ils ne doivent pas continuer d'être des valets de quelque puissance que ce soit. Il faut qu'ils aient un peu de dignité. Parce que par leur faute, nous les Africains, nous ne sommes pas respectés. Nous ne demandons pas à être aimés, mais nous, il faut que nous soyons respectés. Alors si nos chefs eux-mêmes se couchent à plat ventre sur le dos devant des puissances étrangères, alors que devient le peuple? Voilà. Que devient le peuple? Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée.